Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas mal. Vous allez voir, je vous propose une vidéo aujourd'hui assez intéressante d'un point de vue detailing. Pourquoi? Puisque je vais vous faire vivre un petit peu la rénovation de la voiture avec les points un peu cruciaux, notamment le polissage. Et pourquoi? Puisque la voiture est dans une teinte particulièrement fragile et en plus de ça, elle a énormément de défauts de surface. Vous allez avoir beaucoup de tourbillons, les swirls notamment, puisqu'il s'agit d'un noir laqué. Une Porsche 911 997 phase 2 pour les connaisseurs et vous pouvez le voir, on a énormément de défauts de surface. Donc beaucoup de tourbillons, beaucoup de swirls. Des défauts plus profonds, alors il y a quelques défauts qui ne sont pas rattrapables en l'état, hein, comme celui-ci. Visiblement un coup qui a occasionné donc, une perte de vernis localement. Donc ça, à part une petite retouche, on ne pourra pas y faire grand-chose. Mais si on regarde d'un peu plus près avec la lampe, vous allez voir que on est en présence d'un véhicule fortement micro-rayé sur les parties basses, sur les parties hautes. Alors évidemment, ces teintes-là sont extrêmement fragiles, hein. Les pare-pierres sont aussi pas mal touchées. Ces teintes-là sont extrêmement fragiles, mais à mon avis, cette voiture a connu pas mal de rouleaux dans sa vie. Vous pouvez voir ici le seuil de porte est limite gris anthracite tellement il est micro-rayé. Donc là, il va y avoir une grosse correction à fournir. Ensuite, si on avance un peu plus, on va remarquer que on a eu une tentative de rattrapage sur l'aile avant gauche, je crois par le propriétaire. Il m'avait dit qu'il avait essayé de rattraper quelque chose localement. Bon, on peut voir en plus des rayures, des traces classiques de polissage manuel mal exécutées. Voilà. Bon, globalement, beaucoup de micro-rayures sur cette voiture. Sur le capot qui est vraiment très marqué, encore ici une tentative de rattrapage, mais on a aussi un défaut qui est inhérent sur toutes les Porsche, c'est le gravillonnage de surface. Vous pouvez le voir, la voiture, notamment le masque avant, donc c'est-à-dire le bouclier, le capot et même l'avant des ailes avant est très marqué par le gravillonnage. Voilà, ces voitures sont très basses et sont souvent sujettes au gravillonnage. Les petites pierres, alors il faut savoir que dans le detailing, quand nous on corrige, on va pas pouvoir forcément rattraper ça, hein, on va pouvoir colmater les plus gros défauts, mais on ne pourra pas rattraper le sablage fin. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut indiquer aux propriétaires, que malheureusement, en corrigeant le vernis, on va rattraper énormément de brillance, énormément de profondeur, mais en contrepartie, tous les défauts un peu marqués sur le pare-choc notamment, seront un peu plus mis en valeur. On va avoir aussi dans cette vidéo donc la correction du vernis, les choix de polish sur cette teinte qui est particulièrement difficile à travailler, mais surtout à bien finir. Et ensuite, on verra quelques points intéressants, notamment sur la capote. La capote en toile qui est en très bon état. Donc là, je viens de la nettoyer, donc elle est en très bon état. Alors ça, sont des marques des armatures, hein, au niveau de l'articulation de la capote, donc ça, on ne pourra pas y faire grand-chose. Mais le client m'a demandé un traitement d'imperméabilisation de la capote. Donc on verra un petit peu comment faire, surtout les précautions d'usage pour pouvoir effectuer ce traitement dans les meilleures conditions. Et puis, je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, on a notamment des joints extrêmement défraîchis. Pareil sur tout ce qui est bête pare-brise, les plastiques classiques, hein, sur les Porsche 996, 997 notamment, énormément de voiles ternes. Donc on verra notamment ces trois parties en rénovation. Ce que je vous propose, c'est de me suivre directement sur cette rénovation de véhicule qui s'annonce assez intéressante, puisque là on a beaucoup de travail. Donc là c'est sur plusieurs jours bien évidemment, hein. Le client m'a laissé son véhicule 4 à 5 jours pour mener à bien cette réalisation. Aucun travail particulier ne m'a demandé sur les jantes ou même sur l'intérieur, mais j'ai déjà beaucoup à faire sur l'extérieur. Donc dans un premier temps, on va regarder un petit peu comment faire au niveau de la capote, l'imperméabilisation. C'est ce que je vous conseille de faire en premier, et on s'intéressera à la carrosserie dans un second temps. Voilà, je vous retrouve donc pour la première partie, à savoir l'imperméabilisation de la capote. Alors plusieurs choses à savoir quand on se lance dans un traitement d'imperméabilisation pour textile. Au préalable, parfait nettoyage des supports et veiller à ce que le support soit bien sec, ça c'est obligatoire. Ensuite, vous allez voir que là, sur la partie de la 911, je vais utiliser simplement des espèces de petites bâches en plastique que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, hein. Inutile de choisir des produits que vous pourrez trouver en carrosserie uniquement, non. Des petites bâches en plastique comme ça, très fin, très malléable, et utiliser un scotch de masquage classique qu'on peut aussi utiliser pour la carrosserie, pour le polissage. Donc je vais épargner, c'est-à-dire masquer toutes les zones que vous n'aurez pas à imperméabiliser, à savoir la carrosserie, les joints, mais aussi les surfaces vitrées. Donc la petite lunette arrière, je vais la masquer, et veillez bien à ce que votre masquage soit absolument
Parfait. Pourquoi? Parce que ces produits-là, comme le Splash que j'ai choisi de chez Filtech, mais il y en a plein d'autres, hein, le Yang chez G-Technique est très bien aussi, sont des produits qui, quand ils sèchent, laissent des sales traces sur la carrosserie. Donc évitez-vous de passer 20 minutes à tout nettoyer. Préférez passer du temps à parfaitement masquer et ensuite ce sera que du bonheur. Voilà, petite astuce qui peut être aussi intéressante, je vous invite à le faire, moi je le fais à chaque fois. Quand vous nettoyez votre capote et derrière vous la séchez, bien souvent les microfibres de séchage laissent quelques petites fibres. Ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser, vous savez, les petits rouleaux qu'on trouve dans les magasins pour les vêtements, pour enlever les petites peluches. Ça fonctionne vraiment parfaitement pour pouvoir retirer les petites peluches qu'il y a sur ces fibres-là. Alors c'est tout bête, mais ça, au moins comme ça, vous aurez un état de surface parfait avant d'appliquer votre traitement. Et on verra un petit peu comment on l'applique. Voilà, j'ai terminé donc le masquage de tous les éléments sensibles avant imperméabilisation de la capote. Donc comme vous pouvez le voir sur la voiture, toutes les zones sensibles masquées, mais c'est masqué un peu brouillon. C'est pas la peine non plus de faire un masquage top du tonnerre, on s'en moque, puisque ce qu'il faut, c'est éviter qu'il y ait de la retombée de produit sur les parties notamment horizontales. Donc là, globalement, ce que j'ai fait, vous voyez, sur ces surfaces-là, c'est parfait et c'est suffisant. De toute façon, ensuite, ce masquage, vous le supprimerez et vous referez un masquage dans le sens inverse pour protéger la capote qui sera imperméabilisée des poussières de polish que vous allez créer et générer dans la phase correction. Voilà. Comme je vous le disais, ce petit accessoire fort utile, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour préparer la capote avant l'application du traitement. Voilà, je m'apprête maintenant à poser le traitement hydrophobe sur la capote, elle est prête. Donc moi j'ai choisi le Splash de chez Filtech, je l'aime bien parce qu'il ne laisse pas de traces, il n'est pas très rigide comme certains. Faites attention sur les vieilles capotes au niveau des articulations. Les traitements hydrophobes qui sont trop rigides, trop chargés notamment en silicium, peuvent rendre la toile assez raide et donc forcer un peu sur les armatures, ça force sur les moteurs, c'est pas très bon. Voilà, donc moi j'ai choisi celui-ci. Deuxième chose, très important, les EPI, équipements de protection individuelle, j'insiste là-dessus. Moi j'utilise un masque de protection. Vous allez voir que ces produits-là, bon, c'est très volatile et ça sent très fort, c'est très agressif, donc protégez-vous quand même les voies respiratoires. Alors moi je vous conseille celui-ci de chez 3M que j'apprécie beaucoup. Sinon vous pouvez prendre même un masque canard classique et ventiler bien la pièce, c'est important. Le traitement, moi je vous propose de l'appliquer en 2 couches. J'applique toujours 2 couches, vous espacez minimum une demi-heure, 1 heure et vous laissez sécher à peu près à température ambiante. Allez, on est parti. Voilà, les 2 couches sur la capote sont maintenant terminées. On retrouve la capote parfaitement donc traitée hydrophobe. Donc là, vous verrez que par la suite, hein, quand vous optez pour un tel traitement, l'entretien est nettement facilité. Mais surtout pour les véhicules qui sont stationnés en extérieur, c'est vraiment bénéfique puisque l'incrustation de la sève, des fientes d'oiseaux et choses comme ça est bien moindre dans la fibre. Donc ça vaut vraiment le coup de passer quelques temps à faire ça. Vous voyez, il n'y a pas énormément de technicité à ce niveau-là. Ce qu'il faut faire maintenant quand on passe sur l'étape décontamination, polissage sur la carrosserie, eh bien c'est le masquage qu'on avait ici pour la partie capote, eh bien il faut le retirer et il faut masquer maintenant la capote dans l'autre sens. Donc c'est ça qui est assez chronophage, où on passe quand même pas mal de temps sur un cabriolet. C'est toute la phase masquage, donc le deuxième masquage pour éviter que la poussière de polish ne vienne contaminer les fibres de la capote. Et ensuite on va attaquer l'étape donc décontamination pour ensuite pouvoir polir la voiture dans de bonnes conditions. Encore pas mal de taf du coup.
La décontamination est maintenant terminée. Je me suis un petit peu attelé donc à la correction, qui est donc l'étape suivante, bien entendu. La correction du vernis sur un noir uni, très compliqué. C'est du reste pourquoi j'ai décidé de vous montrer cette voiture et pas une autre, puisque c'est un peu l'exemple parfait. Donc la correction d'un noir uni, de toute façon, vous allez voir que ça ne se fait pas en une passe. Ça, c'est impossible. Là, j'ai fait un test donc sur l'aile arrière que vous pouvez voir. J'ai fait un test en 50-50 pour moi-même tester mes combinaisons, voir ce qui allait marcher. Là, ce que je recherche dans cette première étape, bien sûr, de la correction, c'est la correction maximale. Donc, c'est l'efficacité pure. Donc, j'ai choisi sur un pad orange de chez Fictech. J'ai commencé sur le Résurrection. Alors, en général, dans le detailing, on commence toujours par l'approche la moins agressive et on monte en agressivité si le besoin était. Là, très honnêtement, connaissant le vernis, connaissant les défauts, connaissant la base, j'ai volontairement bypassé un polish intensif avec un pad assez soft. Pourquoi? Parce que je savais que ça allait pas être assez efficace. Donc, je suis parti sur un compound directement avec un pad fort. Si je regarde l'état de correction, une fois ma première passe, on a l'impression ici que l'état de surface est bon par rapport à gauche où on voit beaucoup de micro-défauts. Pour autant, qu'est-ce que l'on peut remarquer? Là, avec mon iodure, on peut l'apercevoir notamment au niveau des reflets de spot. On a ce qu'on appelle un voile parasitaire qui n'est pas de l'hologramme, qui est un léger voile de ponçage. Là, on l'observe mieux avec la lampe. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Eh bien, c'est lié à l'abrasivité de votre polish et de votre pad. Et rappelez-vous ce que l'on avait vu sur la vidéo avec la Tesla. On avait vu que le véhicule qui avait été livré avait été certainement déjà un petit peu corrigé en concession. On avait déjà ces marques-là. Et bien ça, c'est l'utilisation d'un pad hard avec un polish hard. Voilà. Donc on en a un peu partout. Donc ce sont vraiment de micro sillons. Donc c'est beaucoup plus fin que de la micro-rayure traditionnelle. Mais la finition, quoi qu'il en soit, n'est pas satisfaisante. Là, mon rôle, ça va être ensuite de pouvoir tester en finition directe avec un pad, peut-être pas d'ultra finition, mais un pad, on va dire, légèrement supérieur, voir si ma combinaison passe. C'est-à-dire que si mon polish de finition est susceptible de pouvoir rattraper mes défauts de correction. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je serai obligé de passer par la phase de polish intensif, c'est-à-dire un polish intermédiaire avec un pad adéquat, et ensuite de faire une troisième passe, la passe de finition, pour pouvoir avoir un résultat parfait. Voilà, je viens de terminer donc une section en finition pour vous montrer un petit peu la différence qu'on obtient après une vraie passe de finition bien travaillée. On a 3 zones, je vais vous les montrer. Vous allez voir vraiment la différence en termes de correction et de profondeur, et surtout la finition apportée par le polish très fin. Ici à gauche, on a donc la partie qui n'a pas été touchée avec beaucoup de micro-rayures. Rappelez-vous la partie centrale qui a été corrigée mais pas finie, où on a ce fameux voile de ponçage résiduel. Et ensuite à droite, où on a la partie corrigée et terminée avec le polish de finition. Donc là, on a vraiment les trois, on va dire les trois niveaux. La partie originale, la partie ici qui nécessite une phase de finition et que vous ne voyez absolument jamais sur les gens qui ne maîtrisent pas le detailing. Ils s'arrêtent souvent à cette passe-là et c'est pour ça que vous avez beaucoup de défauts résiduels. Et là, on a vraiment une surface qui est proche du parfait. On a là vraiment la puissance ultime du noir brillant en termes de brillance. Je vous retrouve donc pour le deuxième jour de correction sur cette 911. Donc une grosse journée hier, j'ai pu terminer uniquement le latéral gauche. Donc vous allez voir, c'est quand même beaucoup mieux.
Le côté reprend beaucoup de brillance et de profondeur. Alors au final, j'ai quand même un petit peu patiné sur la finition à choisir sur la teinte, puisque ça s'est pas forcément bien passé à chaque fois. J'ai dû user un petit peu de pas mal de pads, de polish pour réussir à avoir une finition très correcte. Et encore, il me reste quelques petits détails à peaufiner. Mais dans l'ensemble, on est pas mal. Un noir uni qui m'a demandé quand même pas mal d'efforts sur la finition. Voilà, je voulais vous montrer aussi un autre élément qui est important, c'est ce pare-choc. Le pare-choc qui a été repeint, alors on remarque une très légère différence de teinte entre le capot en origine et le pare-choc. Je voulais vous le montrer pourquoi, puisque là sur le côté droit, j'ai eu à faire un vernis extrêmement dur. Et ça, vous pourrez le rencontrer sur des éléments qui sont repeints. C'est un peu le loto. Soit vous allez vous retrouver en présence d'un vernis extrêmement tendre, un vernis de mauvaise qualité, soit en présence d'un vernis extrêmement dur. Quand il s'agit d'un vernis extrêmement dur, le travail à l'orbital devient un peu compliqué. Enfin, tout du moins, la puissance de la machine et le mode de fonctionnement ne permet pas d'avoir une correction pleine et entière. Ou alors, vous allez devoir faire 5-6 passes avec des pads très durs, vous allez perdre du temps. Le but, c'est pas de perdre du temps. Donc, du coup, on va partir sur un autre type de machine. Et en l'occurrence, on est obligé de partir sur des machines rotatives. Donc là, j'ai dû faire appel à une machine rotative et utiliser des polishes très forts. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé ce qu'on appelle un ultra compound. Donc, un ultra compound de la marque Meguiar's, le 110, le tout dernier, qui est vraiment parfait pour travailler cette base. Donc, faites attention en revanche quand vous devez utiliser ce genre de machine à savoir exactement comment la manier. Donc, je préfère que vous passiez plus de fois en mode orbital, que vous utilisiez une machine rotative au risque de brûler votre vernis en extérieur, voire même de le transpercer ou de blanchir une arête. Donc faites particulièrement attention avec ces machines qui sont très puissantes si vous n'êtes pas habitué à ce mode de fonctionnement. Petit point de l'avancement de la rénovation de la 911, je viens de terminer la correction et la finition du vernis, une opération qui m'a demandé énormément de temps, quasiment 2 jours et demi de travail plein. Je peux vous garantir que je suis pas mal émoussé par cette rénovation. Comme je vous le disais, il s'agit d'une finition noir laqué qui est extrêmement exigeante déjà à la base, mais là le vernis était particulièrement compliqué à bien finir. Voilà. La correction à la limite des défauts, ça s'est assez bien passé. Par contre, trouver la bonne combinaison de pads polish pour bien finir la voiture sur tous les éléments et non pas simplement l'élément test qu'on a pu voir ensemble, à savoir l'aile arrière. Là, ça a été plus compliqué, mais j'ai quand même au final réussi à m'en sortir, mais après 2 jours et demi de polissage, même sur un cabriolet. Alors, je vous laisse découvrir la voiture maintenant. On est quand même beaucoup mieux en termes de brillance et de profondeur sur ce noir uni. Voilà, on va faire un peu le tour de la voiture. Donc le noir uni retrouve beaucoup de brillance comme je vous le disais, des reflets superbes. Sur une 911, c'est toujours appréciable puisque on a les ailes arrière qui sont très marquées, qui sont vraiment mises en valeur. La profondeur, donc la capacité à refléter très très loin un reflet, c'est vraiment c'est vraiment superbe. Énormément de défauts d'usage à corriger qui ont été repris. Alors sur le masque avant, le propriétaire a fait le choix de la conserver en peinture d'origine. Il est extrêmement marqué par un gravillonnage. On peut le voir, les petits points, les petits impacts sur le capot, sur le pare-choc également. On en a pas mal. C'est le problème des 911 de toute façon. Donc comme j'en parlais, une grande difficulté à trouver la bonne finition parfaitement répétable sur tous les éléments de cette 911. Juste le bouclier avant a été repeint, le reste de la voiture est en peinture d'origine. Il faut savoir aussi que les éléments qui sont en matériaux plastiques comme les boucliers ne se travaillent pas forcément de la même manière que les parties métalliques. Je ne parle pas de la manière de les aborder en polissage, c'est juste que la correction peut paraître un peu plus laborieuse sur ces éléments-là. Voilà, ça c'est bon à savoir. Juste un petit topo pour vous montrer un exemple des différents produits que j'ai pu utiliser sur cette voiture. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. J'ai quasiment tout sorti de ce que j'avais. Bon, pas tout, mais quasiment, pour essayer de trouver la combinaison
qui allait me donner le meilleur résultat en termes de finition, sans hologramme, sans voile de ponçage très fin sur ce noir laqué. Donc là, il y a du polish correctif, il y a des intermédiaires, il y a des polishes de finition, voire même d'ultra finition. Simplement pour vous montrer un exemple de pad que j'ai utilisé pour l'ultra finition, donc qui n'est même pas un pad de finition, qui est un pad d'application de cire ou de lustreur. C'est ce qu'on appelle un pad finessing et non pas finishing. Donc un pad extrêmement souple qu'on utilise pour appliquer les cires d'habitude. Et la finition, je l'ai fait à la lustreuse simple, donc la Duetto de chez Rupes, qui est beaucoup moins brutale que les autres machines, même orbitales de la marque Rupes, que j'ai l'habitude d'utiliser d'ordinaire sur les autres voitures. Voilà, donc un fini un peu particulier sur cette voiture, mais écoutez, le résultat est là, je suis quand même assez satisfait du rendu. On a une correction qui est très probante, on a de très très beaux reflets sur ce noir, c'est ce que je souhaitais. Alors, c'est bien entendu pas terminé, il me reste énormément de travail à fournir sur cette 911, notamment la repigmentation des plastiques, je vous en ai parlé, donc ça on va voir un petit peu comment on fait sur les 911 qui sont en général des modèles assez soumis à ce ternissement, sur les parties plastiques comme les bêtes pare-brise. J'ai remarqué aussi un polissage qui avait été effectué sur cette voiture par le passé, donc on a beaucoup de blanchissement des plastiques en matériaux bruts, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est lié notamment au solvant des polishes qui, quand les personnes ne les masquent pas, forcément quand vous débordez, vous avez les plastiques qui blanchissent. Donc on va voir un petit peu dans quelle mesure on peut les rattraper. Ça sera une petite astuce. Il me reste tout le travail sur les jantes à faire face externe. On m'a pas demandé non plus de les démonter pour les traiter intégralement, mais il y a quand même un travail à fournir sur la préparation du support avant la mise en traitement céramique. Et puis tous les travaux de finition sur les vitres, sur les échappements aussi, échappement qui n'est pas d'origine, vous l'avez peut-être remarqué les puristes sur cet exemplaire. Un petit instant plaisir aussi, le compartiment moteur de cette 911-997, voilà, tout simplement parce que ça on est plus près de le revoir maintenant. Vous avez pu remarquer sur les 911 récentes, on a simplement un cache plastique très simple, on n'aperçoit plus rien du tout, donc c'est quand même appréciable de voir ça. Donc j'ai fait un petit dépoussiérage rapide, un petit nettoyage et un petit dressing des plastiques et des durites. Encore beaucoup de travail qui m'attend sur la 911. Je pense qu'il me reste à peu près encore 2 bonnes journées de travail. Je vais aller me reposer un petit peu pour me ressourcer, et puis on se retrouve très vite pour la suite des travaux. Rappelez-vous du phénomène que je vous ai montré tout à l'heure en vidéo, à savoir le blanchiment des parties plastiques brutes type ABS, lié à la réaction des solvants, des polishes, lorsque les personnes ne masquent pas ces éléments-là. Alors c'est pas quelque chose qui est irrémédiable. On va voir un peu comment le faire, c'est simple. Vous allez utiliser un APC ou un dégraissant dilué, bien entendu. Là, j'ai choisi le modèle de chez Corkemi, le Green Star, que j'apprécie particulièrement. Et vous allez ensuite vous munir d'une petite brosse, soit une brosse à dents, soit une brosse avec des poils souples, comme pour le cuir, ça sera parfait. Vous allez vaporiser l'élément avec votre dégraissant, vous le laissez agir un petit peu, et ensuite vous frottez. Faites attention à ne pas frotter sur la carrosserie. Au besoin, n'hésitez pas à masquer. Et ensuite, vous séchez le tout avec une microfibre. Si ça n'est pas suffisamment efficace, n'hésitez pas ensuite à surdoser votre dégraissant pour pouvoir venir à bout, mais quoi qu'il arrive, ça va fonctionner. Derrière, ensuite, procédez à une repigmentation avec un produit spécifique sur base céramique pour vraiment redonner le noir parfait à vos plastiques. Les plastiques extérieurs et les joints me paraissaient assez ternes. Il présente une pellicule un peu blanchâtre, ça c'est typique sur ces voitures-là, sur ces modèles-là. Donc là, ce que je dois faire, c'est non pas les traiter avec un simple dressing, c'est-à-dire on va dire un embellisseur pour plastique récent, mais bien les repigmenter. Pour les repigmenter, on va utiliser des produits à base de dioxyde de silicium, donc des produits un peu sur base céramique, comme pour la carrosserie notamment, mais qui sont beaucoup plus flex, qui permettent une certaine flexibilité au niveau des supports, comme les plastiques, les joints, puisque avec les différences de température, ces matières-là jouent énormément. Donc du coup, on peut utiliser soit le C4 de chez G-Technique, le Restorer de chez Fictech que j'aime beaucoup, et on a aussi le Deluxe de chez Carpro qui est pas mal. Alors comment on fait? Au préalable, on dégraisse
comme pour la carrosserie, avec une solution à base d'alcool isopropylique. Et ensuite, on va verser quelques petites gouttes sur une suédine comme celle-ci qu'on aura pliée, c'est beaucoup plus pratique pour aller sur les petits espaces. On va verser quelques gouttes sur l'applicateur. Ensuite, on va traiter le plastique en mouvement croisé, sans trop de temps de pause. Et ça va permettre de littéralement repigmenter la base. Donc ce n'est pas quelque chose qui va durer que quelques lavages ou autre, c'est parfaitement permanent. Ça va tenir bien quelques mois, voire quelques années selon l'utilisation du véhicule. Donc on pourra essayer là sur cette zone-là, sur ce joint de montant de pare-brise qui est particulièrement, je trouve, gris terne, voir un petit peu dans quelle mesure on peut le repigmenter. Ça y est, je viens de terminer la 911, regardez par vous-même, elle est maintenant superbe, le noir ressort à merveille, je suis très satisfait. Vous l'aviez vu tout à l'heure, mais le traitement céramique renforce encore plus cet aspect-là, je trouve. Le traitement des jantes, face externe céramique également, les fait ressortir, ces jantes Turbo 1 splendides. Voilà, on a un look pour une voiture qui a quand même maintenant une dizaine d'années. Faut pas oublier que ces modèles-là en phase 2, ils ont quasiment donc 10 ans. Voilà, donc je voulais simplement vous montrer un petit détail sur la correction. Je vous ai parlé de la finition qui était quand même assez galère. Là, je vous montre le bac dans lequel j'ai mis tous les pads qui m'ont servi à rénover la voiture en correction, en finition pour les phases de test et ensuite pour le travail effectif. Donc vous voyez, une rénovation sur un véhicule, ça se fait pas avec 1, 2 ou 3 pads. Ça se fait avec beaucoup plus de pads que ça. Là, en l'occurrence, il y en a à peu près une petite vingtaine. Et ça, ce sont tous les pads uniquement sur la 911. Vous l'avez compris, le gros travail sur cette voiture, ça a été de bien la finir. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Et ensuite, gros travail aussi de minutie et de précision sur l'application du traitement céramique. Pour le traitement céramique de cette voiture, j'ai choisi le modèle de chez Fictech, la Carlift en version cristal. Pourquoi j'ai choisi cette céramique-là? Puisque c'est la céramique qui est très facile à appliquer, qui est parmi les plus faciles à appliquer, la plus grasse, mais pour autant aussi la plus simple à buffer. Je ne voulais pas une céramique trop sèche au risque de remicro-rayer la base, donc j'ai choisi une céramique beaucoup plus simple à essuyer tout simplement. Petit coup d'œil aussi sur l'intérieur, j'ai rabattu la capote exprès pour vous montrer aussi l'intérieur, même si on ne m'a pas demandé quoi que ce soit dessus, c'est toujours sympa de voir ces intérieurs en finition cuir étendu. Là, voilà, il y aura un petit entretien cuir à faire par le propriétaire, il souhaite le faire lui-même, donc je vais le conseiller après sur la partie produit à acheter, technique, tout ça. Voilà, donc un rendu assez sympa sur la voiture. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. En conclusion personnelle, je dois dire que j'ai quand même apprécié de travailler sur cette 911, même si la passe de finition m'a demandé énormément de travail. Je vous avouerai que je me suis quand même pas mal arraché les cheveux sur l'équation à résoudre, mais c'est toujours intéressant pour les detailers professionnels comme nous de savoir aussi se remettre en question, de tester de nouvelles choses, de nouvelles combinaisons pour casser un petit peu la routine, puisque des 911, je vous l'ai dit, c'est absolument pas la première, ça sera certainement pas la dernière non plus, et ça permet de pouvoir casser un petit peu le schéma type que l'on a d'habitude avec ces véhicules-là sur les combinaisons établies, pad, polish, tout ça, voilà. Donc ça, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié à ce niveau-là. Le rendu, moi je le trouve absolument magnifique. J'espère que le client va être satisfait, j'en doute pas de trop. Sa seule préoccupation, c'était de pouvoir se faciliter les entretiens futurs, connaissant la fragilité de son vernis. Il roule pas énormément, il fait à peu près 5000 km par an, donc la durabilité, c'était pas forcément sa priorité ultime, mais il souhaitait pouvoir préserver le travail en effectuant des lavages d'entretien classiques dans les meilleures conditions possibles. Voilà. J'espère en tout cas que ce format de vidéo vous a plu. Vous avez pu un petit peu découvrir le backstage du detailer, si j'ose dire, donc les coulisses. Vous avez pu comprendre un petit peu les difficultés que nous on peut rencontrer aussi, puisque le detailing c'est quelque chose qui est quand même assez physique, qui demande pas mal de motivation, pas mal d'implication. J'espère que ce format donc un petit peu didactique vous a plu. N'hésitez pas à réagir là-dessus, me dire ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!